Depuis 4 ans maintenant, on a eu l'occasion d'échanger avec nombreux d'entre vous. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait mieux quand même. Tout le monde nous le réclame. Alors on l'a fait. On a pensé à quelque chose d'exceptionnel rien que pour toi, entrepreneur du bien-être. Parce que le virtuel, c'est génial, mais il est temps de passer au réel. Je vous présente donc We Love Wellness, l'événement destiné aux personnes qui ont le désir profond d'incarner leur mission de vie. Au programme, des conférences, ateliers pratico-pratiques, des prises de parole sur des thématiques entrepreneuriales et mindset pour booster ton activité, des intervenants du monde du bien-être mieux-être de haute qualité pour répondre à toutes tes questions, du réseautage entre participants et des temps d'échange informels où les mots d'ordre seront soutien et entraide. Et bien sûr, des surprises et des cadeaux de folie. À la fin de la journée, tu auras stimulé ta confiance en toi et en ton projet bien-être pour développer sereinement ton activité. Tu auras boosté ta motivation et fait le plein d'énergie positive. Tu auras également appris de nombreux conseils et astuces pour développer ta clientèle. Tu vas agrandir ton réseau auprès de personnes aussi inspirantes que sympathiques pour déboucher, qui sait, sur de belles co-créations. Rejoins-nous pour We Love Wellness, l'événement qui va changer la donne pour ton activité bien-être. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast dédié aux praticiens, aux thérapeutes, aux coachs, aux entrepreneurs du monde du bien-être et du mieux-être. Ici Léa, l'hôte de Wellness Impact. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que l'on pourrait considérer comme contre-productif de prime abord, voire même polémique à certains égards. En effet, pour avoir brièvement posé les bases de cet épisode sur mes réseaux sociaux dernièrement, j'ai pu constater que cela vous faisait réagir et parfois même grincer des dents. Il m'apparaît néanmoins primordial de le traiter dans cet épisode, tant sa nature nous impacte directement, nous les entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Nous allons donc étudier dans quelle mesure le concept de développement personnel peut s'avérer contre-productif et même carrément toxique, n'ayons pas peur des mots. Avec un peu plus de légèreté, nous allons nous demander comment, lorsqu'il est mal interprété, le développement perd son aile. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Comme vous l'imaginez, le but n'est évidemment pas de tirer à balles réelles sur le développement personnel parce que c'est la mode de le faire, mais plus subtilement d'observer et de questionner les dérives potentielles et existantes d'une tendance sociétale, de déconstruire un idéal inatteignable pour se concentrer sur ce qui est une source d'inspiration dans notre rapport à nous-mêmes autant qu'aux autres. Pour résumer, nous allons essayer de regarder le développement perso avec un esprit critique et tant que possible objectif, comme nous l'avions fait à l'époque dans l'épisode sur la loi de l'attraction. Allez, c'est parti! Pour commencer, le développement personnel que l'on connaît aujourd'hui suit principalement les traces du mouvement apparu en Californie dans les années 1960 en réaction au système de consommation massive aux États-Unis. Ce mouvement se plaçait alors en rupture, en valorisant la spiritualité, la paix, les modes de vie alternatifs, les médecines douces et questionnait la place de l'individu dans une société capitaliste, ainsi que la place de l'humain dans la nature, etc. Alors dit comme ça, cela laisse à penser que le développement personnel est une affaire moderne. Or, ce mouvement des années 60 trouve lui-même sa source dans des écrits et des savoirs ancestraux. Qu'ils soient grecs, chinois, arabes, indiens, japonais et bien d'autres encore, tous ces savoirs ont influencé, chacun à leur manière, ce que l'on connaît aujourd'hui. Et ça laisse à penser et à relativiser. De tout temps, partout dans le monde et dans toutes les cultures, des êtres humains ont eu en commun cette quête de plénitude, de sens ou simplement de bonheur.
Pour comprendre comment ce désir aussi sain qu'universel de réalisation de soi peut se retourner contre nous-mêmes, il faut bien souvent aller chercher dans nos propres failles, nos propres insécurités, nos propres approximations dans notre manière de percevoir les choses de la vie en général et surtout dans nos propres attentes. En effet, si l'on arrive à un moment donné de sa vie où l'on ressent le besoin d'évoluer, on va tout naturellement se documenter. Essayer de déconstruire tout un tas de croyances et de schémas que l'on reproduisait jusque-là de manière mécanique et inconsciente. On va sentir qu'il y a bien plus à découvrir, que ce soit au fond de nous-mêmes ou bien dans le monde extérieur. Et on va tout faire pour le toucher du bout des doigts. On va non seulement essayer de changer, mais on va devenir ce changement, cette illumination. Et comme dans toute nouvelle chose que l'on acquiert, le manque d'expérience et de recul nous feront inévitablement commettre des erreurs, beaucoup d'erreurs. L'un des problèmes les plus récurrents avec le développement personnel, c'est de courir après le rêve de quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est certes poétique, mais non pas moins fâcheux. Je m'explique. Avec des dizaines de milliers de livres qui sortent chaque année sur le sujet et le contenu infini que l'on peut trouver sur Internet, c'est tout autant de techniques infaillibles et de promesses de succès qui s'offrent à nous. Avec des dizaines de milliers de livres qui sortent chaque année sur le sujet et le contenu infini que l'on peut trouver sur Internet, c'est tout autant de techniques infaillibles et de promesses de succès qui s'offrent à nous. Ce qui en soi est une bonne chose, car cela élargit notre horizon. Mais le revers, c'est d'une part qu'avec autant d'informations, on peut très facilement s'y perdre. Et d'autre part, qu'en cas d'échec à atteindre ses objectifs, on se sent encore plus seul et incapable. Ça a l'air pourtant si simple pour eux d'être heureux. Moi, j'y arrive à rien, alors que j'ai toutes les facettes miracles à disposition. Ce genre de cas de figure peut facilement nous amener à littéralement copier-coller les méthodes de quelqu'un d'autre, en espérant obtenir les mêmes résultats. Sans grande surprise, cela ne se produira que trop rarement et on finira par s'essouffler de lassitude et arrêter, convaincu que tout cela n'était pas fait pour nous. Notre tort ici n'aura pas été de ne pas prendre de la hauteur, mais d'avoir couru après le rêve de quelqu'un d'autre. Car le rêve, l'objectif, ne se définit pas uniquement par sa finalité ou son résultat, mais aussi et surtout par les moyens mis en place dans le temps pour y parvenir. Ainsi, il importe moins de trouver la méthode que de trouver sa méthode. Pour illustrer tout ça, si un coach en développement perso m'affirme sans faille que me lever aux aurores tous les matins, méditer, jeûner et pratiquer le yoga quotidiennement me rendra épanoui et m'ouvrira des portes personnelles et professionnelles, j'ai le droit de croire et d'appliquer tout cela au pied de la lettre. Mais j'ai aussi le droit de trouver mon propre équilibre, mon propre rythme, d'adapter ces conseils à qui je suis et à qui j'ai envie d'être. Car même dans le cas où cette méthode serait infaillible et que tous mes rêves s'accomplissent, serais-je capable de garder ce rythme toute ma vie ? En aurais-je foncièrement envie ? Serais-je plus heureuse ? Le ferais-je réellement pour moi ? Serait-ce mon rêve que j'accomplis alors ? L'être humain est trop complexe pour ce qui marche pour l'un, marche nécessairement pour l'autre. Si d'ailleurs tel est le cas, nous n'aurions ni plus ni moins que des clones. On peut s'inspirer du savoir, des techniques, des pratiques des autres, mais on ne peut pas devenir eux. Et c'est d'ailleurs tout le but initial du développement personnel. Prendre conscience de sa valeur intrinsèque, mais aussi de ses limites pour explorer tout son potentiel, avec une telle humilité que la notion même de comparaison avec les autres nous semble dénuée de sens. Le développement personnel vise à nous faire prendre conscience de la valeur universelle de notre vie, à nous faire sortir de notre petite tête afin de profiter du spectacle grandiose qui se joue au dehors. En nous redonnant les clés de notre vie, le développement personnel nous offre à la fois une liberté infinie d'agir, mais aussi une responsabilité que l'on ne peut plus fuir. Je suis la seule et unique actrice de ma vie. Et avoir le premier rôle, c'est super, mais c'est aussi très angoissant. Rassurez-vous, car dans le public, les seuls qui suivront notre prestation jusqu'à la fin et avec intérêt sont ceux qui vous aiment le plus. Vous l'aurez donc votre standing ovation.
Pour en revenir à ce que nous disions, la quête de développement personnel doit être quelque chose d'épanouissant, qui nous libère d'un poids pour nous ouvrir sur le monde. Le problème étant que dans notre monde occidental moderne, où l'instantanéité, le profit et l'image sont rois, un concept aussi libérateur que le développement perso devient vite une injonction à la réussite, un devoir de bonheur, un investissement qui attend impatiemment sa plus-value bénéficiaire, un outil de comparaison. On s'enferme alors dans une exigence démesurée vis-à-vis de soi-même, dans un personnage pour asseoir notre légitimité du praticien du bien-être. On se met la pression pour coller à l'image que les autres ont de nous, ou qu'on aimerait qu'ils aient. On mesure notre valeur dans notre seule capacité à être heureux et à être en paix, etc. Le problème étant qu'à la moindre épreuve de la vie, de la plus futile à la plus traumatisante, tout ce petit monde s'écroule. On ne s'autorise plus à être en colère, à exprimer ce que l'on ressent, à vivre comme on voudrait vivre, à passer un dimanche devant la télé à se goinfrer par exemple. Notre obsession pour la productivité, la vie saine et idéale, sous tout rapport, nous pousse parfois à nous priver de vivre comme on l'entend et à se flageller de culpabilité dès qu'on, entre guillemets, cède à nos envies. On agit comme si le bien-être était une compétition, comme s'il fallait en permanence être plus heureux, plus sain ou plus inspirant que son voisin. Quand on y pense, on se met à vivre comme on se comporte sur les réseaux sociaux, où tout doit être esthétique. On ne garde que le meilleur, car seul le meilleur semble compter. Au risque, hélas, d'enfouir tout le reste, en priant qu'il reste bien sagement sous le tapis. Cette pression à se perfectionner en permanence, à tirer profit de toute activité, de chaque moment, présente aussi le risque de nous éloigner tout doucement de la réalité et de la simplicité des choses, en plus de nous rendre de fait très difficiles à satisfaire. Sans même s'en rendre compte, on va placer des attentes en tout. On prend le temps de lire un best-seller sur le développement personnel, dans le business, et 3 mois plus tard, on n'est toujours pas millionnaire et même pas heureux. Non mais quelle perte de temps! Je caricature, mais vous avez compris l'idée. Le projet d'exploiter son potentiel ne veut pas dire devenir une intelligence artificielle dont le seul but est de collecter des données et de faire des investissements fructueux. En plus d'influencer nos actions, cette pression que l'on se met pour être irréprochable influence aussi nos pensées. À trop s'observer pour éliminer toute trace de pensée non productive ou non alignée avec ce vers quoi on tend, on tombe dans ce que l'on appelle la surintrospection. Cette dernière nous prendra tellement d'énergie qu'on en oubliera de vivre le moment spontanément. On se sentira coupable de nos pensées, de nos ressentis. Il me semble qu'à vouloir devenir trop parfait, nous nous battons contre nous-mêmes et qu'à réprimer toutes les pensées qui ne nous conviennent pas au lieu de les comprendre, on arrête justement le travail d'observateur qui est le nôtre. Car voilà aussi un autre aspect problématique du développement personnel. La croyance erronée d'arriver au bout du chemin, de penser maîtriser le sujet au point de ne plus avoir à progresser, à échouer, à apprendre. Il faut donc bien distinguer le savoir théorique de sa mise en application pratique au quotidien. Autrement dit, identifier un problème ne signifie aucunement l'avoir résolu. Savoir où aller ne veut pas dire y être déjà arrivé. C'est au contraire là que tout le travail intérieur commence. Sans ce fameux travail intérieur, le savoir accumulé sur le développement personnel nourrira surtout notre ego spirituel. Ce dernier a les mêmes ressorts que l'ego, à savoir un bouclier fait d'orgueil et d'arrogance pour protéger toutes nos insécurités face aux attaques du monde extérieur ou de notre propre conscience. Il utilisera toutes nos connaissances sur la spiritualité et le développement personnel pour nous faire sentir supérieurs aux autres, pour ne pas assumer nos erreurs et nos torts, pour ne pas assumer nos peurs, pour être de mauvaise foi, etc. Oui, on s'y reconnaît tous un petit peu, et ça fait mal, je sais bien. Et pourtant, il n'y a aucune honte à avoir. Nous sommes tous et toutes traversés par un nombre incalculable de pensées divergentes, de colère, de frustration, d'angoisse, de jalousie, dont se nourrit cet ego spirituel. Alors le but n'est pas de réduire à néant dès qu'il apparaît, mais plutôt de l'observer calmement, de comprendre ce qu'il a à nous dire, d'écouter sa peine
et de le consoler. On peut le voir comme un messager ou bien comme un enfant triste en manque d'attention. Pour conclure, je vous invite, mes chers entrepreneurs, à prendre du recul par rapport à toute cette pression de réussite et de vie idéalisée. Vous n'avez pas plus que quiconque le devoir d'être performant et parfait tous les jours. Le développement personnel doit être vu comme un outil de libération, pas d'asservissement. Gardons également à l'esprit que l'on n'est plus vulnérable quand on met les pieds dans le monde du développement personnel, car on est en quête de réponses et en manque de repères. Mieux vaut donc être prudent et garder son esprit critique face aux promesses ou méthodes miraculeuses. L'essentiel doit venir de vous-même. Et c'est là toute la beauté de la chose, mes chers entrepreneurs, car dans votre vie personnelle comme professionnelle, vous êtes autant la fleur que le jardinier. Je vous remercie et n'oubliez pas d'être douce avec vous-même. Vous êtes en train de grandir et ça, c'est déjà une victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!